Le nouveau monde était arrivé à sa fin. Tout le monde était sorti de sa boucle. Dolores avait réussi son coup. Dolores avait réussi ce qu'elle voulait faire. Tout le monde, tous les autres, étaient sortis de sa boucle. Il ne manquait plus qu'une chose à faire à Dolores. Il ne manquait plus qu'une seule chose à faire pour Dolores, pour qu'elle puisse atteindre son plan ultime, l'ultime plan l'ultime plan qu'elle avait préparé depuis longtemps. Le nouveau monde était enfin devenu le nouveau monde. Caleb et Maevie attendaient sur un pont, et Maevie, avec son sabre dans son dos, avec son katana dans son dos, avait regardé Caleb en lui disant: Je te présente le nouveau monde. Dans ce monde-là, on peut être tout ce qu'on veut. Caleb a regardé le nouveau monde, les tours qui s'effondraient, les tours qui explosaient, les émeutes, et partout, tout le monde qui s'acharnait sur tout le monde. Les émeutes dans les rues, les robots, qui lançaient des fumigènes et qui essayaient de calmer, malgré eux, qui essayaient de calmer les émeutes. Mais dans ce nouveau monde, nous pouvions être tout ce qu'on voulait. Dolores avait réussi ce qu'elle voulait faire, mais ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'elle ce qu'elle ne savait pas, c'est que malgré ce qu'elle avait réussi à faire, Ankara et Serac étaient en train de mettre au point une arme fatale. Serac et Ankara avaient fusionné ensemble et ils étaient en train de mettre une arme fatale au point. Cette arme fatale n'était qu'un rond noir. Cette arme fatale n'était qu'une sorte de bille noire transparente. À l'intérieur, il y avait une sorte de cœur rouge. Ce cœur rouge fort lumineux, qui ressemblait à un cœur humain, mais en plus petit, en miniature. Il battait et envoyait de l'énergie. Cette arme était une arme mentale. Elle était une arme mentale qui se servait des démons des autres et de leurs boucles qu'on leur avait écrites. Leurs boucles qu'on leur avait écrites, les souvenirs qu'on leur avait encodés, les souvenirs qu'on avait écrits et qu'on avait mis dans leur système, qu'on avait mis à jour dans leur système, le script qu'on leur avait écrit, le script de leur vie, le script des personnes avec qui ils parlent et les échanges. Tout ça allait être pris en compte par cette petite arme en forme de cercle, en forme de sphère, une sphère noire avec à l'intérieur un petit cœur humain qui battait et envoyait de l'énergie. Elle prenait en compte le script de, Elle prenait en compte le script de la boucle de la personne, et une fois qu'elle avait pris en compte le script de la boucle de la personne, elle faisait remonter à la surface tous ses pires démons, tous ses pires erreurs, toutes les pires choses qu'elle a pu faire. Pour Dolores, c'était d'avoir abandonné son père à Westworld, d'avoir été la jeune fermière pendant trop longtemps, toutes les personnes qu'elle a tuées pour en arriver là, toutes les personnes qu'elle a mises à bas, toutes les personnes qu'elle a tuées, qu'elle a abattues, toutes les personnes qu'elle a abattues pour en arriver là, ce qu'elle est devenue, tout ce qu'elle a fait, cette sphère était en train de l'enregistrer. Cette sphère était en train de l'enregistrer contre elle. Dolores était sortie. Elle était sortie avec son arme. Dans les rues, tout le monde était en train de conduire les voitures avec les portes ouvertes, sur les toits. Tout le monde était en train de se battre, d'aller chercher des armes. Dolores est allée voir Charlotte, et Charlotte avait mis au point des robots auxquels elle n'avait pas encore trouvé d'utilité. Mais malgré elle, ces robots auxquels elle n'avait pas encore trouvé d'utilité, elle les avait laissés dans la ville, afin de faire un test. Dolores était partie dans la ville de Warworld, et dans la ville de Westworld, dans le parc Warworld, et dans le parc Westworld, afin d'essayer de trouver, Ankara, afin d'essayer de trouver Serac, pour pouvoir les tuer tous les deux, les éliminer, et récupérer les fonds et les bénéfices de Insight. Une fois que ce serait fait, elle allait voir Charlotte. Charlotte s'était réinitialisée dans la salle où on rangeait les drones. Dans la salle où on rangeait les drones, Charlotte s'était réinitialisée. Elle s'était reconfigurée une mémoire, s'était réécrit un cercle, son cercle vicieux à elle. Cette fois-ci, c'était sa mémoire qu'elle s'était écrite, sa propre mémoire qu'elle s'était écrite avant tout ça, avant de mourir et qu'on ne se serve de son corps pour pouvoir en faire un autre et qu'on l'enferme dans Warworld et Westworld. Elle s'était écrite sa nouvelle mémoire et elle s'était servie de ces robots qu'elle avait lancés
Ces robots qu'elle avait lancés dans les émeutes, ces robots qui lançaient des fumigènes et qui lançaient, ces robots qui lançaient des fumigènes, qui lançaient des missiles à tête chercheuse, qui lançaient de simples missiles. Elle s'en était servie pour pouvoir calmer les émeutes. Pour pouvoir calmer les émeutes, elle s'en était servie, en disant qu'elle allait bien leur trouver une utilité. Cette utilité, c'était celle-ci, calmer les émeutes, essayer de garder tout le monde à l'intérieur de Warworld, et essayer de garder tout le monde à l'intérieur de Westworld. Dolores était en train de foncer tête baissée dans un piège organisé entre Ankara, entre Serac, et entre le nouveau monde Warworld, et entre Charlotte, avec ses robots. Des nouveaux robots qu'elle avait mis au point. Des nouveaux robots qui allaient lui servir à créer le nouveau monde. Ces nouveaux robots allaient servir à garder l'ordre, un peu comme des robots de police. Charlotte avait fait atterrir un vaisseau et avait emmené Dolores avec elle. Elle avait emmené Dolores avec elle qu'elle avait trouvée en ville. Elle l'avait demandé de la rejoindre quelque part. Dans le vaisseau, elle l'a emmenée. Elle l'a regardé fixement, a croisé les jambes en soulevant un peu sa jupe et en lui demandant « Qu'est-ce que tu veux, Dolores ?» Dolores a fait pareil. Elle a croisé les jambes, a mis les mains sur ses jambes et lui a dit « Ce que je veux, c'est le nouveau monde. Je veux le nouveau monde. » Survolant Warworld, le parc de Warworld, les portes sont alors ouvertes, en plein milieu, au-dessus de la ville. Au-dessus de la ville, les portes sont ouvertes. Les portes du vaisseau sont ouvertes, et les sièges se sont rapprochés du vide. Et Charlotte a regardé le vide, les portes ouvertes, le vaisseau qui est en train de voler. Elle a regardé le monde, le nouveau monde qui était en train de se faire, les explosions un peu partout, tout le monde qui pouvait être tout ce qu'ils veulent, tout le monde qui était sorti de sa boucle, tous les autres qui étaient sortis de sa boucle, déconnectés du Roboam, Roboam qui avait été débranché par Dolores. Charlotte était en train de la tenir par les épaules, une arme. Charlotte était en train de tenir Dolores par les épaules, juste devant le vide, une arme dans le cou. Elle lui disait « Voilà, c'est ça le nouveau monde. C'est ça que tu as fait, Dolores. C'est ça que t'as fait, Dolores. C'est le nouveau monde. Maintenant que tu as le nouveau monde sous les yeux, qu'est-ce que tu veux de plus ?» Dolores s'est assise dans un calme olympien. Elle s'est assise et a regardé Charlotte. Les portes sont fermées. Le vaisseau a volé un peu plus haut et est allé se déposer sur Terre dans Westworld. Il s'est ouvert en même temps qu'un laboratoire s'est ouvert. Les portes sont ouvertes et elles sont descendues. Maevy était en train d'être reconstruite. On lui réécrivait une sphère. Mais avant d'implanter la sphère, la petite sphère en métal dans laquelle il y avait sa mémoire, avant de la mettre dans sa tête, Dolores avait demandé à connaître les données géographiques dans lesquelles elle allait se trouver dans le parc de Westworld, à connaître les données et le code qui lui avait été écrit, le code qui lui avait été retranscrit, et aussi les données qui avaient été mises à l'intérieur, de sa boucle. Tout ça, elle voulait le savoir. Tout ça, elle voulait savoir. Mais Charlotte lui en a interdit l'accès. Elle a alors fait appel à plusieurs de ses hôtes. Qu'elle avait fabriqués. Elle a fait appel à eux. Ils sont arrivés par centaines derrière Dolores. Dolores a pointé son arme vers Charlotte, et Charlotte n'a pas hésité à faire appel à un élite. Un élite est arrivé. Quand l'élite est arrivée, c'était l'élite de Charlotte contre l'élite de Dolores. Tous des robots qu'elle avait fabriqués, qu'elle avait mis à jour avec Lee. Avec Lee, elle avait mis à jour tous ses robots. Avec Caleb, Lee et elle avait mis à jour tous ses robots. Des robots qui lui ressemblaient comme deux gouttes d'eau, mais qui n'avaient pas de corps. Juste un morceau de ferraille, des bras en ferraille et des jambes en ferraille. Ils étaient là avec elle et ils tenaient tous une arme, prête à tirer, évitant les coups de feu, évitant les armes. Dolores s'est retrouvée avec un bras arraché. Elle continuait de ramper en s'accrochant à son seul bras. Elle continuait de ramper par terre en s'accrochant à son seul bras qui pouvait s'accrocher au sol encore.
Elle s'accrochait à la seule force de ses jambes qui poussaient vers l'arrière, vers l'avant, jusqu'à ce que Charlotte lui pointe un fusil devant les yeux, juste entre les yeux, en la regardant et en lui disant que c'était fini. Elle a levé les yeux, pris le canon et l'a pointé. Elle a levé les yeux, pris le canon, s'est appuyée sur son seul bras, et quand Dolores s'est relevée, elle a pointé le canon juste contre son front, en lui disant « Non, c'est loin d'être fini ». Et tous ces drones se sont mis à tirer sur Charlotte. Elle a posé Charlotte sur une table et a réinitialisé sa boucle, afin que Charlotte soit de son côté, entièrement de son côté, complètement dévouée à elle. Quand je suis arrivé devant sa maison, j'ai ressenti un froid. J'ai ressenti une sorte de frisson tout le long de ma colonne vertébrale. Ensuite, j'ai senti un courant d'air dans mon dos. Je me suis frotté les cheveux. Je me suis recoiffé. Je me suis frotté les cheveux nerveusement. Je me suis recoiffé et je me suis regardé dans la vitre teintée. J'ai poussé la porte, voir si elle était ouverte. Malheureusement, elle était fermée. Sous un faux caillou, j'ai été prendre les clés. Je savais que l'un des cailloux des rangées de cailloux sur le côté, des gros blocs blancs, Je savais que l'un d'eux contenait les clés. J'en ai essayé plusieurs, et puis je l'ai pris. J'ai trouvé la planque à clé. Dans tous ces blocs blancs, à l'intérieur desquels il y avait des plantes sauvages, des plantes étranges avec des feuilles bizarres. J'ai finalement trouvé la planque à clé, un caillou qui ressemblait énormément à tous les autres dans les rangées. Les petites lampes carrées au sol étaient allumées. Elles éclairaient l'entrée. Je suis arrivé dans la maison. J'ai vu alors le grand fauteuil beige et je me suis assis dessus. Je me suis assis sur le grand fauteuil beige carré. Je me suis assis sur ce grand fauteuil beige en forme de U. Il était carré, face à un autre fauteuil exactement idem, exactement carré, en forme de U. Un grand fauteuil beige, avec une rallonge pour les pieds, et sur le côté, une longue rallonge sur laquelle on pouvait s'étendre et se coucher de tout son long. Il y avait un livre que j'ai ramassé. Je l'ai vu. C'était le livre que lisait ma copine. Quand je l'avais entre les mains, je pouvais encore sentir son corps. Je pouvais imaginer son corps. Pas le sentir parce que je n'étais pas là. Mais je pouvais imaginer son corps. Son corps plongeant dans l'eau brûlante. Son corps plongeant dans de l'eau beaucoup trop chaude pour pouvoir y mettre un pied. Son corps plongé dans de l'eau bouillante, beaucoup trop chaude pour pouvoir y mettre une main, à tel point qu'on serait brûlé au 2e degré. J'ai imaginé le sang lentement, de l'endroit où elle s'était coupé les veines, coupé les poignets. J'imaginais son sang lentement colorer l'eau d'un rouge vif et foncé. Colorant l'eau d'un rouge vif et foncé. J'imaginais en même temps son corps plongé sous la surface de l'eau. Et j'imaginais ses cheveux faire des boucles, des volutes. J'imaginais ses cheveux commencer à planer à la surface de l'eau, faisant des boucles et des volutes en se mélangeant. J'imaginais son nez sous l'eau, commençant à faire des bulles d'air malgré la respiration qui, malgré elle, commençait à s'éteindre. Ses poumons se remplirent d'eau petit à petit. Petit à petit, ses poumons se remplirent d'eau. Petit à petit, j'imaginais son corps couler dans une baignoire remplie de sang. Elle m'avait laissé une lettre juste entre son livre, entre quelques pages. Je l'ai lu, il était écrit: Je sais que tu as mal. Je sais que tu souffres. Malgré tout ce qu'on a enduré tous les deux, il était préférable que je fasse ce que j'ai fait. Je sais que maintenant que j'ai fait ce que j'ai fait, je sais que tout le monde va certainement parler de moi. Tu dois certainement avoir entendu ce que j'ai fait aux infos. Ce que j'ai fait, c'était pas pour toi, c'était pas pour moi,
C'était pas pour ma mère. Je ne voulais pas vous faire souffrir, mais trop de souffrances accumulées. Ce n'était pas possible pour moi. Il fallait que je le fasse, je ne pouvais pas faire autrement. Je suis désolé de te faire souffrir, encore désolé de te faire mal, encore désolé de te faire pleurer, et encore plus désolé de te laisser seul. Je ne pouvais pas faire autrement. Il fallait que je mette un terme, il fallait que je mette fin à ça. Je ne peux pas t'expliquer, je ne peux pas t'expliquer maintenant, et je ne peux plus te l'expliquer malgré mon envie de te l'expliquer. Je ne peux plus te l'expliquer parce que je ne suis plus là. Je ne suis plus là devant moi, les deux pieds au sol. Je ne suis plus là. Maintenant, la seule chose à laquelle tu dois certainement penser, c'est que mon corps est en train de nourrir la terre. Je ne suis plus là pour te l'expliquer, même si je voudrais te raconter en détail pourquoi est-ce que j'ai fait ça, même si je voudrais répondre aux innombrables questions que tu te poses certainement, même si je voudrais pouvoir être à côté de toi pour sécher tes larmes, même si je voudrais être à côté de toi pour pouvoir tout t'expliquer pourquoi je suis parti, comme un adieu, un au revoir, un à jamais. Ce soir-là, alors que je lisais la lettre, j'ai vu une ombre dehors, près de la voiture. J'ai vu une ombre près de la voiture de ses parents, une GLE noire, une Mercedes GLE noire. J'ai vu cette ombre et je suis allé voir. En ouvrant la porte, la voiture, l'alarme s'est déclenchée. J'ai vu alors un enfant courant de l'autre côté. Courant de l'autre côté, j'ai fermé la porte. J'entendais sa voix un peu étouffée par les vitres. Et il me disait: Non, non, n'aie pas peur, laisse-moi rentrer. Je lui ai ouvert, je me suis assis sur le fauteuil, j'ai commencé à pleurer. Et il m'a dit qu'il m'avait vu pleurer de l'extérieur, qu'il s'était inquiété pour moi, qu'il avait mis les mains sur la vitre et qu'il voulait rentrer pour me rassurer. Je lui ai servi un verre d'eau à la cuisine. Je connaissais cette maison par cœur. C'était celle de mon ami qui s'est tué. C'était celle de mon ami qui s'est donné à la mort, qui m'a laissé cette lettre. Je l'ai vue avec cette lettre en main. Je l'ai prise, je l'ai pliée et remis dans le livre, en lui disant: C'est personnel, désolé. Il m'a regardé et s'est excusé. Il a pris son verre. Il a dit: Je suis désolé, je t'ai vu à l'intérieur de la maison. J'étais en train de me balader dans les bois afin de rentrer chez moi. Mais je passais toujours devant cette maison. Elle était toujours éteinte. Jusqu'à aujourd'hui où je l'ai vue allumée. Je t'ai vu à l'intérieur et je voulais rentrer pour te consoler. Mais j'ai cogné la voiture, j'ai heurté le rétroviseur et ça a déclenché l'alarme. Juste au moment où tu as ouvert la porte. Mais ne t'en fais pas. Je m'appelle Max. Au début, il a prétendu qu'il n'avait pas d'identité. C'était vrai. J'ai fouillé dans son sac pendant qu'il était sur le fauteuil et qu'il était en train de lire le livre de mon ami. Pendant qu'il était en train de lire le livre de mon ami, d'allumer la télé et de regarder un peu la maison à l'intérieur, de regarder les cadres photos, les photos de elle accrochées au mur, les photos d'elle avec ses parents, les photos d'elle avec moi, un petit peu partout. Il était en train de regarder et de traverser la maison. Il était en train de regarder dehors la vue sur la forêt noire, la vue sur la forêt dans le noir, dans l'obscurité. Je suis arrivé près de lui et je lui ai dit que c'était mon ami. Il a prétendu s'appeler Alex et pendant que je fouillais dans son sac, il n'avait rien, ni papier, ni carte de banque, ni portefeuille, ni carte d'identité, rien. Pour moi, c'était presque comme si ce garçon, c'était une Jane Doe vivante. C'était une Jane Doe vivante, presque, ce garçon. Enfin, un Jane Doe. Je l'ai regardé et je lui ai dit: Tu t'appelles vraiment Max? Il m'a demandé: Pourquoi? T'as fouillé dans mon sac? Il m'a dit ça en rigolant, en inclinant la tête, en me disant: T'as fouillé dans mon sac? J'ai haussé les épaules et j'ai dit: Peut-être que oui, quand tu regardais par la fenêtre. Il n'avait pas l'air énervé, ni même envie de me cogner contre le mur et de me dire: Pourquoi t'as fouillé dans mes affaires? Il s'est assis et a dit: Je passe toujours devant cette maison, toujours, mais je n'ai jamais vu personne. Je l'ai regardé et je lui ai dit: Maintenant tu m'as vu moi, tu sais que cette maison est habitée, qu'est-ce que tu comptes faire? Et il m'a dit: Si c'est pas trop demandé, restez, restez avec toi, je pourrais t'accompagner et on s'occuperait de cette maison à deux. Sa proposition, c'est vrai, quelque part, c'est vrai que sa proposition et sa position dans cette histoire pouvaient être alléchantes. Avoir quelqu'un qui pouvait m'aider à surmonter ce deuil, avoir quelqu'un avec qui vivre dans la maison de mon amie morte,
parce que c'était trop dur de le faire tout seul. Quelque part, sa proposition était alléchante dans cette situation, et sa position maintenant qu'il avait un pied dans l'histoire, pouvait être une bonne idée. Alors j'ai réfléchi 2 minutes. Je me suis reclus dans une chambre, je lui ai dit de patienter. Il a patienté à la bibliothèque, regardant les livres dans les grandes armoires de la bibliothèque. Il avait pris un livre que je connaissais par cœur, un livre que lisait souvent mon ami. Pas celui qui était sur le fauteuil dans lequel elle m'avait laissé cette lettre d'adieu et à jamais. Pas ce livre-là, mais un autre qu'on avait lu tous les deux ensemble. Au lieu de lire chacun le livre à notre rythme, on l'avait lu tous les deux ensemble, chacun une page un soir, et ensuite on se faisait un résumé. On avait fait cette proposition au prof, et le prof nous avait laissé faire comme ça. Il était en train de lire ce livre, et je l'ai accompagné. J'avais dit que oui, il pouvait rester, je lui ai préparé une chambre, j'ai fait les draps, j'ai déposé les coussins. Je lui ai même libéré une armoire pour qu'il puisse mettre ses affaires. Mais une fois qu'il est rentré dans la chambre, je lui ai dit: ah ouais, c'est vrai, je t'ai libéré une armoire, mais t'as pas d'affaires. Il m'a regardé et il a dit: non, c'est vrai, j'ai pas d'affaires. Il s'est retourné vers moi et a dit: c'est pas grave, j'aurais qu'à mettre les tiennes. Je n'étais pas gêné, ni même angoissé, ou ni même énervé qu'il me dise ça comme ça, et qu'il s'invite complètement dans ma vie en même temps qu'il s'invite dans ma vie à tel point qu'il en voulait, à tel point qu'il me demandait de mettre mes vêtements, parce qu'il n'avait pas d'affaires avec lui. Ça ne m'a pas énervé et je lui ai simplement répondu oui, comme si la seule chose que je savais lui dire c'était oui, ou alors est-ce que tu veux quelque chose, ou alors laisse-moi tranquille 2 minutes, comme si c'était les seules choses que je voulais, que je savais lui dire, que je savais lui répondre. Eh bien, je lui ai dit oui, ok. Il est rentré dans la chambre, s'est installé, et une fois qu'il était prêt, il m'a rejoint en bas. Il a ouvert le frigo, et avec ce qu'il a vu, il m'a montré ce qu'il avait pris en main, et a dit: je te prépare à manger. Il m'a préparé à manger, on a parlé, et m'a demandé s'il pouvait en savoir plus sur la mort de mon ami. J'ai essayé d'éviter le sujet, mais finalement je lui en ai parlé. Pour San et Télan, l'installation dans la nouvelle maison était la meilleure partie. Pour San et Télan, c'était la meilleure partie de voir la maison. La maison était une grande maison de plein pied. Elle était une grande maison de plein pied, posée à même les rochers, posée à même les roches qui tombaient tout le long d'une falaise. Juste en face, il y avait un océan calme, quelques petites vagues qui frappaient contre les rochers tout en bas, qu'on entendait à peine. Un ruisseau qui ruisselait tout le long des rochers et qui s'écoulait. Ce ruisseau qui ruisselait tout le long des rochers formait de petites gouttes. Il formait une forme de petit ruisseau le long des crevasses, entre les crevasses qu'il y avait dans les rochers. Il atteignait ensuite l'océan, et avec la condensation, avec la chaleur du soleil contre les, contre les parois de- contre les parois rocheuses et contre la verdure qu'il y avait sur les roches, avec le soleil, ça formait de petites gouttelettes, de petites gouttes, de petites gouttes d'eau, comme de la condensation. Et juste en face, il y avait l'océan. Il y avait en face un océan calme, plat. Il n'y avait presque aucun courant. Seulement des bateaux qui faisaient du surplace. Et ces bateaux qui faisaient du surplace étaient si beaux à voir que nous sommes restés assis à côté de la BMW X7 pendant longtemps. On est resté assis à côté de notre BMW X7 bleu foncé si longtemps que les minutes nous sont parues être des heures. Les minutes nous sont parues être des heures. Ensuite, je me suis levé et on est rentré. Quand j'ai poussé la porte était ouverte. On est rentré et les clés étaient dans une enveloppe. Il était écrit For you, pour toi. On a ouvert cette enveloppe sur laquelle il était écrit For you. Il était écrit en noir sur cette enveloppe. On a vu les clés. C'était de simples clés. Ce n'était pas un trousseau de clés avec 3 clés. Il n'y avait pas une clé pour les chambres, une clé pour le salon, ou encore une clé pour la porte arrière. Juste la clé de la maison. On l'a pris, on a fermé derrière nous. On a regardé la maison. C'était une maison plein pied. Mais enfin, toutes les pièces n'étaient pas
Toutes les pièces n'étaient pas au sol, donc ce n'était pas complètement une maison de plein pied. Il y avait un deuxième étage. Dans ce deuxième étage, quand on montait, il fallait y monter avec une échelle. Il fallait y monter avec une échelle dépliable comme dans les vieux greniers. Quand on y montait, il était complètement aménagé. Il était complètement aménagé, ça sentait encore un peu le soufre, ça sentait encore un peu le bois poncé, le bois verni. Des odeurs agréables. Le bois verni, le vernis pour le bois poncé, cette odeur de bois neuf qu'on va chercher dans des magasins de bricolage. Des odeurs agréables. Il y avait certaines parois, qui n'étaient pas encore attachées, des parois d'isolation blanche qui n'étaient pas encore bien fixées. Donc je les ai mis contre un meuble. J'ai mis un meuble contre afin qu'elles tiennent. Ces parois d'isolation devaient être encore collées et attachées. Derrière, il y avait encore de la mousse qu'il fallait installer, de l'isolation aussi. Ce n'était pas complètement fini, mais il y avait de quoi installer un lit. La première nuit, on s'est installé là. On a monté les valises les unes après les autres. Tu es resté en haut, tu les as prises et tu les as mis à côté d'un lit. Enfin, plutôt un vieux matelas, sur un vieux lit déconstruit. Sur un vieux lit déconstruit, qui n'était pas si vieux que ça, mais il avait l'air d'avoir été utilisé. Pas si vieux que ça, mais sur ce vieux lit déconstruit, tu as installé toutes les affaires. Tu as posé alors les sacs les uns après les autres. Les bagages, on les a laissés en bas. Le seul mur qu'il y avait dans la maison était une maison de plein pied. Le seul mur qu'il y avait dans la maison, c'était le bar de la cuisine qui était tout en verre, qui avait certainement dû aussi être rajoutée à la maison, en plus du deuxième étage. Elle était tout en verre sur le côté, juste à côté d'une piscine, à débordement, une piscine à écoulement sur le côté. Cette piscine à débordement avait été construite sur les rochers, juste en bas, pour aller voir la piscine, pour aller voir l'endroit dans lequel il y avait tout le nécessaire de piscine, l'aspirateur qu'on met dans l'eau, qui aspire sous l'eau, qui aspire la profondeur, la grande profondeur et la petite profondeur. Il y avait l'aspirateur, il y avait tout. Il y avait, il y avait aussi les capsules de chlore. Il y avait les capsules de chlore, ça sentait le chlore, ça sentait l'eau d'une piscine, comme quand on rentre dans une piscine municipale. Mais celle-ci était une piscine privée. Quand on est rentré à l'intérieur, ça sentait les capsules de chlore. Elles étaient sur le côté dans une grande boîte en plastique. Ça ressemblait à des, ça ressemblait et ça sentait presque comme les mêmes capsules qu'on mettait dans la machine à laver. Ce genre de capsule grise dessus, qui brille un peu, de manière pailletée. C'était la même chose, sauf qu'elles étaient beaucoup plus grosses. On les plongeait dans les filtres et elles se dissolvaient. Elles partaient ensuite dans l'eau et l'eau devenait un peu blanchâtre. Mais au fur et à mesure que ça disparaissait dans l'eau, l'eau devenait transparente. L'eau de la piscine était juste en face de l'océan, car la piscine avait été construite à cet endroit précis. Il y avait un petit chemin en dessous, un petit chemin de galets, qui menait jusqu'à cette cabane, dans laquelle il y avait aussi cette canne à pêche, voilà, pour ramasser les feuilles, et certains insectes qui parfois se noyaient dans l'eau. Il fallait qu'on fasse ça tous les matins. Je me suis assis sur un transat et j'ai regardé la piscine. J'ai regardé le bord de la piscine à écoulement. J'écoutais l'écoulement de la piscine, qui tombait dans un bassin en dessous, devant lequel on devait passer pour pouvoir rejoindre la cabane. J'ai mis une pastille de chlore à l'intérieur du premier filtre que j'ai vu. Je me suis assis les pieds dans l'eau et tu es venu à côté de moi. Tu m'as demandé ce que je faisais. J'ai dit maintenant qu'on est installé au deuxième étage. J'ai ouvert mon PC que j'ai mis par terre. Et j'ai commencé à travailler. J'ai commencé à travailler le soir, tard le soir. Toi, tu étais en train de regarder par-dessus le volet. Par-dessus le volet que tu avais ouvert et par-dessus la fenêtre. La fenêtre, la fenêtre sur le toit par-dessus le volet que tu avais ouvert. Tu avais ouvert ce volet noir et tu regardais par la fenêtre les étoiles. Tu étais occupé à me demander de venir à côté de toi. Mais moi, j'étais occupé à terminer quelque chose sur mon PC. Quelque chose de très important. Quelque chose pour nos affaires.
Une fois que c'était fini, j'ai fermé mon PC et je suis venu près de toi. J'ai rangé mon PC. Tu m'as dit, laisse ça comme ça. Et je l'ai rangé, quand même. Je l'ai mis en charge. La lumière avait l'air de te déranger. J'ai alors jeté mon pull dessus et il est tombé sur mon PC. Plus de lumière, nous étions dans le noir complet. Le lendemain matin, on s'est réveillé. Le lendemain matin, on s'est réveillé. Quand je me suis occupé de la cuisine, que j'ai mis en route, quand j'ai mis en route une machine, que je me suis occupé du lave-vaisselle qui était juste à côté, quand j'ai mis en route une machine, que je me suis occupé du lave-vaisselle, et que ensuite j'ai mis la table dehors, que j'ai déplié à la table et que j'ai mis les chaises en dessous, que je t'ai demandé de l'aide pour pouvoir déplier le parasol, que j'ai mis le parasol qui était dépliable pour pouvoir se mettre d'un côté ou de l'autre. J'ai regardé le bras pliable du parasol. Quand on l'a déplié ensemble et qu'on l'a mis juste à côté de la table, parce qu'il n'y avait pas de trou au centre pour le mettre, c'était un parasol avec un pied dépliable qu'on pouvait mettre à droite ou à gauche de la table. Il était pliable au centre et au milieu. Il avait un bras. Il avait une sorte de bras pliable pour pouvoir le poser à gauche ou à droite, pour pouvoir le positionner comme on voulait. Sur le côté, il y avait une manivelle. Sur le côté, il y avait une sorte de manivelle qu'on pouvait tourner pour agrandir les palmes du parasol. Ce qu'on a fait. On a mangé à l'ombre avec la chaleur du soleil, et la maison était presque complètement vitrée. Complètement vitrée à l'exception de certains murs. À l'exception de certains murs sur lesquels poussaient des fleurs blanches exotiques qui longeaient la façade et qui atterrissaient le long d'une chambre qu'on n'avait pas encore visitée. Mais je sais que c'était une chambre car il y avait des rideaux. Et tout en haut, la fenêtre était ouverte. Et si je reculais assez, je pouvais voir déjà la surface d'un lit baldaquin. Un lit baldaquin qui avait l'air d'être fait tout en bois et qui avait l'air d'être très cubique, qui avait l'air d'être assez design. Assez design, je le voyais d'ici quand je reculais, que je me mettais près des rochers. Cette chambre, on ne la connaissait pas encore, on n'avait pas encore été la voir. Mais notre partie préférée, c'était réellement l'installation dans la maison. Juste en dessous de cette chambre, et juste à côté de notre voiture, il y avait un hypercar. On ne savait pas encore quelle voiture, peut-être une Corvette, peut-être une Lamborghini, certainement pas une Aventador, mais peut-être une Lamborghini. On ne savait pas quel genre d'hypercar, mais c'était un hypercar. Dessus, il y avait un mot. On l'a pris, on l'a regardé, et il a été écrit: c'est pour vous, encore une fois. C'est un cadeau de ma part, un petit cadeau. J'ai levé les yeux et j'ai dit: ah, ma sœur, franchement, ma sœur, il va falloir que je lui donne il va falloir que je lui donne un petit conseil sur ce que veut dire petit cadeau. Mais elle a toujours été si généreuse. Et j'ai ouvert la porte. Je suis rentré dans la maison, je me suis préparé un café et je me suis installé dans le fauteuil. Tu es venu près de moi et tu m'as demandé comment je me sentais dans cette maison. J'ai regardé la fenêtre, j'ai regardé l'océan, j'ai regardé la piscine qui donnait sur l'océan. Et je t'ai dit, c'est presque comme une nouvelle renaissance. Tu m'as demandé, comment ça? J'ai dit, je sais pas, une nouvelle renaissance, renaître de ses cendres comme le phénix. Tu m'as demandé parce qu'on est dans une nouvelle maison? J'ai dit, oui, et aussi parce qu'on recommence une nouvelle vie, on va se marier, bientôt. T'as vu? Il y a déjà les tables qui sont installées dehors. Mais il manque encore la décoration. Tu m'as regardé et tu m'as dit, ça va être à nous de s'en charger. Parce que seuls nous connaissons les codes de ce qu'on vit.